Le cri a retenti dans l'aile des domestiques à minuit 7. Ce n'était pas le cri surpris de quelqu'un qui laisse tomber une assiette. C'était le hurlement d'une personne réellement terrifiée. Il a redressé Auguste Ferrante d'un coup, avant même qu'il ne réalise qu'il était réveillé. Dans cette maison, personne n'avait le droit de crier. C'est la première chose à laquelle il a pensé. La seconde, c'est qu'il a reconnu la voix. Il a descendu 2 étages, pieds nus sur le bois froid. Son arme était basse, le long de sa cuisse. Le couloir des domestiques était sombre. Il n'était éclairé que par une fine bande de lumière jaune venant de sous la dernière porte. La porte s'est ouverte brusquement alors qu'il était encore à 3 pas. Maeve Callahan se tenait là, pieds nus, les cheveux détachés. Une main agrippait le cadre de la porte, comme si elle avait peur de tomber. Son visage était exsangue. Des larmes coulaient sur ses joues, et elle ne prenait pas la peine de les essuyer. Elle a regardé l'arme dans sa main, puis l'a fixée droit dans les yeux. Puis elle s'est précipitée si vite qu'il a à peine eu le temps de baisser le bras. Elle a sauté dans ses bras. Il l'a rattrapée par instinct. Ses bras se sont enroulés autour de son cou, son visage pressé contre son épaule. Pendant un instant, son cœur s'est arrêté. L'homme le plus puissant du port de Baltimore se tenait dans un couloir à minuit. Il tenait sa propre femme de chambre dans ses bras. Il sentait ses tremblements à travers leurs vêtements. « Quelque chose a rampé sur mes jambes », sanglota-t-elle. « Ça a rampé sur mes jambes pendant que je dormais. Cela aurait dû être la chose la plus étrange de la nuit. Mais ce ne fut pas le cas. Une demi-heure plus tard, Auguste a éclairé la plainte de sa chambre. Il a vu quelque chose dont il ne lui parlerait pas pendant les 4 jours suivants. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime pour que je sache que vous êtes toujours là. Partagez-la avec une personne que vous aimeriez remercier d'être restée à vos côtés. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions nous retrouver dans la prochaine histoire. Auguste la reposa lentement sur le sol, comme s'il déposait quelque chose de fragile. Maeve recula d'un pas, et à cet instant précis, elle comprit ce qu'elle venait de faire. Le sang lui monta au visage plus vite encore que lorsqu'elle avait eu peur. « Je suis désolée, dit-elle. « Monsieur, je suis désolée. »« Je ne voulais pas. Ici. » Il ne répondit pas. Il regarda par-dessus son épaule dans l'obscurité de la pièce, puis dit « Restez ici. » Elle ne le fit pas. Sa main attrapa le pan de son manteau. Ses 5 doigts se refermèrent dessus comme ceux d'un enfant, et elle secoua la tête. Non. Il baissa les yeux sur cette main. Il aurait pu l'enlever aussi facilement qu'un fil qui dépasse. Il ne le fit pas. Alors, restez derrière moi. Ils entrèrent tous les deux. La pièce était petite, le plafond bas. Une lampe de bureau était encore allumée. Une couverture pendait à moitié sur le lit et à moitié sur le sol. « C'était gros comment ?» demanda-t-il. « Aussi gros qu'un chien. Il n'y a pas de chien dans cette maison. Alors c'est pire. » Il éclaira sous le lit avec sa lampe de poche. Il n'y avait rien, à part de la poussière et une paire de chaussures bien rangées. Il tira le rideau de la fenêtre. Rien. Il passa derrière l'armoire, en bois pressé, près du mur. Il se pencha, et le faisceau de lumière capta 2 petits points lumineux qui le fixaient. Il s'immobilisa. Derrière lui, Maeve émit un son étranglé au fond de sa gorge. « Qu'est-ce que c'est ? Ne bougez pas. » Cette phrase n'a jamais rassuré personne, monsieur. L'ombre dans l'espace étroit entre l'armoire et le mur bougea. Un museau pointu apparut d'abord, puis 2 oreilles droites, puis un corps entier, gris et trempé par la pluie. Il était si maigre qu'on pouvait voir chacune de ses côtes. Le chat errant le dévisagea. Il ne grogna pas du tout, il se contenta de le fixer. Et dans ses yeux, Auguste reconnut immédiatement quelque chose. Il l'avait vu chez tant de gens au cours de sa vie. Le regard d'une créature vivante qui calcule dans quelle direction fuir. « C'est un chat, dit-il. »« Un quoi ? Un chat errant ? Il se demande probablement qui vous êtes, vous aussi. Il a rampé sur mes pieds. Alors il a passé une aussi mauvaise nuit que vous. Il baissa sa lampe de poche, contourna le lit et ouvrit la fenêtre en grand. La pluie entra, laissant une traînée froide sur le rebord en bois. Il ne chassa pas l'animal, ne cria pas, n'agita pas les bras. Il recula simplement de 3 pas et attendit, immobile. Le chat se glissa hors de l'interstice à côté de l'armoire. Il rampa le long du mur. Il s'arrêta 1 seconde sur le rebord de la fenêtre pour les regarder une dernière fois. Puis il disparut dans l'obscurité extérieure. Il ferma la fenêtre et verrouilla le loquet. Quand il se retourna,
Maeve était toujours debout au milieu de la pièce. Elle tenait le balai serpillière contre sa poitrine comme une épée. Il regarda le balai, puis la regarda elle. « Qu'est-ce que vous comptiez faire avec ça, exactement? Je n'avais pas réfléchi jusque-là. Donnez-le-moi. » Elle ne bougea pas. Il dut s'approcher, poser sa main sur le manche. Il dut desserrer ses doigts, un par un, car ses articulations s'étaient raidies. Il appuya le balai contre le mur. « Asseyez-vous. » Elle s'assit sur le bord du lit. Il resta là sans rien dire. Finalement, ses épaules s'abaissèrent et sa respiration redevint longue et régulière. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il ralluma la lampe de poche. Il se dirigea vers le bas du mur, derrière l'armoire, là où le chat était passé. Il s'accroupit. La grille de ventilation était basse, contre le sol. Elle était encadrée d'aluminium peint en blanc et un de ses coins avait été arraché. Il passa un doigt le long du bord. Ce n'était pas de la pourriture, ce n'était pas cassé. La coupe était droite, nette et propre. Les fils de métal exposés sur le bord brillaient encore, non ternis par l'humidité. Il tourna la lampe de poche et la dirigea vers l'extérieur à travers l'ouverture. Les marques de la lame de coupe étaient visibles de l'autre côté. Cela signifiait que la personne qui avait coupé se tenait dehors. De l'autre côté de ce mur, sous la pluie, en coupant vers l'intérieur. « Il y a quelque chose là-dessous, monsieur ?» Il éteignit la lampe de poche, se releva. Il se déplaça de côté, jusqu'à ce que son dos bloque complètement la vue du bas du mur. « La grille est rouillée, dit-il. Je la ferai remplacer demain. » Elle hocha la tête, les yeux encore rouges. Elle le crut immédiatement, car en 11 mois de travail dans cette maison, on ne lui avait jamais donné de raison de ne pas le croire. Il ramassa la lampe de poche, balaya la pièce du regard une dernière fois par habitude. Puis il se dirigea vers la porte. « Dormez un peu. Demain matin, j'enverrai quelqu'un inspecter toute cette aile à nouveau. » Sa main était déjà sur la poignée de porte, quand une autre main se referma sur son poignet. Elle était froide, et le serra avec une force surprenante pendant une demi-seconde. Puis elle le relâcha d'un coup, comme si elle venait de toucher une casserole brûlante. Auguste se retourna. Maeve avait déjà retiré sa main. Elle cachait ses 2 mains derrière son dos, les yeux baissés vers le sol. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle. Il resta immobile et attendit. Elle ne dit rien d'autre. Le silence dura plus longtemps qu'une excuse normale. Assez longtemps pour que le silence lui-même devienne une phrase. Dehors, la pluie continuait de tomber régulièrement sur le toit en métal des quartiers des domestiques. Il vit ses épaules se soulever et s'abaisser une fois. C'était le mouvement de quelqu'un qui essaye de ravaler quelque chose. Puis elle leva les yeux. « Pourriez-vous rester jusqu'au matin ?» Elle le dit, puis enchaîna aussitôt. Comme si elle avait peur de reprendre ses mots si elle s'arrêtait ne serait-ce qu'une demi-seconde. « Je sais que ça semble ridicule. Je sais que ce n'était qu'un chat. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je sens à nouveau quelque chose marcher sur mes pieds. » Quand elle eut fini, elle se tut complètement. Elle n'offrit pas un mot d'explication de plus. Elle resta simplement là, les 2 mains toujours cachées dans son dos. Son visage était rouge vif. Et dans la faible lumière jaune de la lampe, Auguste vit enfin quelque chose qu'il n'avait pas vu de la nuit. Elle n'avait pas peur du chat. Elle avait honte. Tellement honteuse que s'il refusait, son refus serait peut-être un soulagement. Car au moins, elle aurait la preuve qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir la bouche. Auguste avait passé sa vie dans un monde où les gens lui demandaient des choses. Il demandait de l'argent, plus de temps, une signature, de la pitié. Il demandait avec de longs discours, avec de la flatterie. Il lui rappelait une faveur due depuis la génération de son père. Il avait entendu des milliers de suppliques. Il avait appris à les entendre comme un homme entend le vent. Mais personne ne lui avait jamais demandé quelque chose qui ne valait pas un centime. Et personne n'avait jamais demandé, en ayant l'air que prononcer ces mots leur coûtait quelque chose. Il ne répondit pas tout de suite. Il posa la lampe de poche sur l'armoire. Il traversa la pièce, tira la seule chaise en bois au milieu du sol. Il la tourna pour que le dossier fasse face à la porte, et s'assit. Il se pencha en arrière et posa ses 2 mains sur ses cuisses. « Allongez-vous, dit-il. » Maeve cligna des yeux. « Vous, à une condition. » Tout son corps se tendit. « Ne reprenez pas le balai. » Elle regarda le balai contre le mur, puis le regarda lui, et un rire lui échappa. Un seul son, court et brisé au milieu. Le rire de quelqu'un qui vient juste de finir de pleurer. Elle leva aussitôt une main pour couvrir sa bouche. Mais c'était déjà trop tard. Il ne dit rien.
Elle s'allongea, remonta la couverture jusqu'à son menton et tourna son visage vers le mur. En 11 mois de travail dans cette maison, Maeve Callahan n'avait jamais demandé un jour de congé. Pas même pendant la semaine où sa fièvre était si forte qu'elle devait s'appuyer contre les murs pour marcher. Elle n'avait jamais échangé de service avec personne. Jamais demandé à quelqu'un de porter une boîte pour elle. Jamais demandé ne serait-ce qu'$1 d'avance sur son salaire. Et dans le dossier du personnel de Barnaby, la section des notes sous son nom contenait une seule ligne. Elle était écrite de la main du directeur de la maison. N'a jamais besoin qu'on lui rappelle les choses. Ce soir-là, c'était la première fois qu'elle demandait quelque chose à quelqu'un. Et ce qu'elle avait demandé, c'était ceci. « Asseyez-vous dans ma chambre et n'allez nulle part. » Il s'assit sur la chaise en bois, le dos droit, les yeux fixés sur la porte. Et il resta ainsi très longtemps. Environ 20 minutes plus tard, sa respiration ralentit et devint régulière. Il ne bougeait toujours pas. Une seule fois, son regard se déplaça vers le bas du mur derrière l'armoire, là où l'obscurité s'était accumulée en une flaque noire. Puis il détourna les yeux. Le ciel derrière la fenêtre avait commencé à pâlir. C'était cette lumière grise, pas assez vive pour être le matin, mais assez vive pour que les formes dans la pièce deviennent plus nettes. Auguste était toujours assis sur la chaise en bois, et ce n'est que dans cette lumière qu'il les vit enfin. 4 boîtes en carton étaient empilées en 2 piles bien nettes contre le mur de gauche. Leur couvercle était scellé avec du ruban adhésif. Chacune portait une étiquette manuscrite au marqueur noir sur le dessus. Elles étaient là depuis le début. Toute la nuit, il avait fait les 100 pas dans cette pièce sans les remarquer. Parce qu'il cherchait autre chose. Il se pencha en avant et lut les mots sur la boîte du dessus. Livres et papier. Celle d'en dessous disait « Hiver ». Il se redressa. Sur le lit, Maeve bougea, puis ouvrit les yeux. Elle se redressa brusquement en réalisant qu'il était toujours là et que le matin était arrivé. Elle enroula la couverture autour de ses épaules. « Vous êtes resté assis là toute la nuit, monsieur ?» Il ne répondit pas à cela. Il désigna le mur du menton. « C'est quoi ces boîtes ?» Elle suivit son regard, et il vit quelque chose se refermer sur son visage. Elle serra plus fort la couverture autour d'elle. « J'allais le dire à monsieur Wexford ce vendredi, » dit-elle. « Lui dire quoi? Je démissionne. » Dehors, la pluie s'était arrêtée à un moment donné. Dans le silence qui suivit, il entendait clairement l'eau qui goûtait encore du toit. « J'ai été acceptée dans un programme de formation d'infirmière à Philadelphie, » continua-t-elle. « 6 mois. Il y a une bourse. Ça commence dans 3 semaines. » Elle le dit d'une voix de quelqu'un qui fait un rapport, pas de quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle. « Vous avez déjà étudié pour être infirmière. J'avais presque fini. Il me restait un semestre quand j'ai arrêté. » Elle n'expliqua pas pourquoi elle avait arrêté, et il ne demanda pas. « Ils ont gardé mon dossier actif pendant 3 ans. C'est la dernière année où je peux postuler à nouveau. Si je n'y vais pas cette année, ils ferment le dossier et je dois tout recommencer. » Elle fit une pause. « Je ne peux plus tout recommencer. » Auguste resta immobile. Il était le propriétaire de cette maison. Elle était une employée salariée dans cette maison. Elle ne lui devait pas plus de préavis que ce que les règles exigeaient. Et pour une personne ordinaire, c'était une bonne nouvelle. Peut-être la meilleure nouvelle qu'une personne comme elle puisse recevoir. La seule chose qu'un homme décent devait faire maintenant était de la féliciter. Et pourtant, il restait assis là, avec l'étrange sensation que le plancher sous sa chaise venait de se fendre. Une fine fissure courait de là où il était assis, jusqu'au mur. Il ne comprenait pas pourquoi. Il avait vécu 34 ans et gérait la moitié du port de cette ville. Il n'avait jamais laissé un sentiment précéder la raison. Alors il fit ce qu'il avait toujours fait avec les choses qu'il ne comprenait pas. Il les mit de côté. 3 semaines, il dit. Oui, et la bourse est suffisante pour vivre là-bas. Ça l'est si je partage un logement. Il hocha la tête une fois. Il se leva de la chaise, la remit à sa place exacte dans le coin et ramassa la lampe de poche. « Bien, dit-il, vous devriez y aller. » Il le dit exactement de la même voix qu'il utilisait pour clore une réunion. Calme, décisive, sans un mot de trop. Et il croyait qu'il venait de dire quelque chose de gentil. Maeve leva les yeux vers lui. Elle le regarda pendant une seconde exactement, puis elle tourna son visage vers le mur et le remercia d'être resté. Auguste atteignit la porte, s'arrêta. Il regarda une dernière fois vers le bas du mur derrière l'armoire. La flaque d'obscurité semblait toujours là, même si le jour s'était levé. « Laissez tout en l'état, dit-il. Ne nettoyez pas,
Ne remettez pas l'armoire en place. Je descendrai ce matin. » Puis il ferma la porte derrière lui. Il traversa le couloir des domestiques, monta 2 étages. Quand il atteignit sa chambre, le jour était pleinement levé sur la maison, et il entendait encore dans son esprit cette unique seconde où elle l'avait regardé avant de détourner le visage. À 7 heures du matin, Maeve était déjà dans la cuisine. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, son tablier noué derrière elle. Elle disposait des tasses sur un plateau, exactement comme chaque matin depuis 11 mois. Personne en la regardant n'aurait deviné qu'elle avait pleuré la nuit précédente. C'était une compétence, et elle avait mis des années à l'apprendre. À 8 heures, un son inhabituel monta des quartiers des domestiques. Barnaby Wexford descendit le premier. Quand le directeur de la maison s'arrêta sur le seuil de la dernière chambre du couloir, il resta là un bon moment sans entrer. Auguste était à genoux sur le sol. Les manches de sa chemise étaient retroussées jusqu'au coude. Une boîte à outils ouverte à côté de lui. L'ancienne grille de ventilation avait déjà été retirée et gisait face contre terre. Il mesurait, coupait et fixait une nouvelle grille. Et après cela, il fit une chose de plus que personne ne lui avait demandé. Il installa une plaque d'acier supplémentaire derrière elle, épaisse et solide. Elle ne laissait que des trous de ventilation pas plus larges que la pointe d'une baguette. Puis il souda les 4 coins de façon permanente au cadre. Barnaby regarda ses mains travailler et ne dit qu'une seule chose. « Ça fait 40 ans que je n'ai pas vu ça. » Auguste ne leva pas les yeux. « Vu quoi ?» Un homme du nom de Ferrante tenant une clé à molette. Puis le directeur de la maison se détourna. Il ne demanda pas pourquoi une grille de ventilation, qui avait laissé entrer un chat errant, avait besoin d'une couche d'acier plus épaisse que la porte de la cave à vin. À 9 heures, Maeve apporta du café en bas. Elle posa la tasse sur le rebord de la fenêtre et resta dans l'embrasure de la porte, à le regarder. « Vous donnez l'impression que c'est facile, » dit-elle. « Ça l'est quand on a les bons outils. Je suppose que vous ne dites pas ça des sentiments. » Il serra la dernière vis, testa la grille avec toute la force de sa main. Elle ne bougea pas d'une fraction de pouce. « Je n'ai pas d'outils pour les sentiments, » dit-il. Elle rit et retourna à l'intérieur. Il resta assis sur le sol un moment de plus. Une main reposait encore sur la plaque d'acier. Il entendait ses propres mots se répéter dans sa tête et n'aimait pas particulièrement leur sonorité. À 7 heures ce soir-là, Renzo Palladino arriva. Il venait toujours à 7 heures, utilisait toujours l'entrée de service. Il enlevait toujours son propre manteau et le pliait sur son bras au lieu de le donner à quelqu'un. Et il s'adressait toujours à Maeve, de la voix chaude et douce d'un oncle de la famille. Elle apporta le plateau d'alcool dans le bureau, versa 2 verres, posa la carafe et se retira. Elle avait fait 3 pas dans le couloir quand elle entendit Auguste parler au téléphone derrière elle. Pas plus fort que d'habitude, pas plus vite que d'habitude, exactement 3 mots. Fermez le quai 9, puis vint le clic du combiné. Maeve continua de marcher. Elle ne s'arrêta pas, ne se retourna pas, et rien dans sa poitrine ne se serra. Le jour où elle était venue pour l'entretien, elle savait exactement pour qui elle demandait un emploi. Car dans cette partie du port sud de Baltimore, tout le monde savait, et les gens qui ne savaient pas avaient déjà appris à ne pas demander. Elle avait besoin de 4 200 $ par mois pour l'établissement de soins de son jeune frère. Et de toutes les portes auxquelles elle avait frappé, c'était le seul endroit prêt à payer autant quelqu'un qui n'avait pas de diplôme. Alors le jour même où elle a signé le contrat, elle s'était fixé 3 règles, et elle les avait respectées pendant 11 mois. Ne pas regarder, ne pas écouter, ne pas se souvenir. Elle ramena le plateau vide à la cuisine, lava les tasses, les sécha et remit tout à sa place. Puis elle resta un moment près de l'évier, les 2 mains encore mouillées. Et pour la première fois en 11 mois, elle réalisa qu'elle venait de se mentir à elle-même. Car la 3e règle avait été brisée il y a longtemps. Elle se souvenait. Elle se souvenait de tout, et elle avait un carnet. À minuit, elle sécha ses mains, éteignit la plupart des lumières de la cuisine. Elle ne laissa que la petite lampe au-dessus de la table à manger des domestiques allumée. Elle tira une chaise, s'assit et sortit le carnet de la poche de son tablier. C'était un carnet à couverture rigide, d'un vert mousse foncé. Sa tranche était usée sur les bords, d'environ 300 pages d'épaisseur, dont plus des 2 tiers étaient déjà remplis. Elle ouvrit à la page inachevée, nota la date, puis l'heure. Puis elle nota que la pluie s'était arrêtée à l'aube et que le vent venait du nord-est.
Elle écrivit que M. Wexford avait toussé 3 fois en traversant le couloir. Elle écrivit que la lumière du bureau du 3e étage s'était éteinte à 11h40, 40 minutes plus tard que d'habitude. Elle écrivit que l'invité avait quitté la maison à 9h20 et que sa voiture avait fait demi-tour sur la pente au lieu de continuer tout droit vers le portail principal comme d'habitude. Elle enregistra ces choses exactement comme 2 ans de travail en clinique le lui avaient appris. Car lors d'un service de nuit, tout ce qui n'était pas écrit pouvait tout aussi bien ne jamais être arrivé. Et les gens ne reconnaissaient quelque chose d'inhabituel que lorsqu'ils comparaient 7 nuits les unes à côté des autres, pas en regardant une seule nuit. L'habitude l'avait suivi hors de la salle de classe, à travers les 3 pires années de sa vie. Et elle était restée avec elle jusqu'à maintenant. Car depuis qu'elle avait cessé de pouvoir dormir, c'était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour rendre les heures vides du milieu de la nuit utiles à quelque chose. Elle écrivait sans y penser. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle enregistrait vraiment. À 1h15, elle écrivit que la cuisine était calme. À 2h, elle écrivit qu'il y avait eu des pas au 2e étage. Ils avaient fait les 100 pas pendant environ 10 minutes avant de s'arrêter. Elle s'arrêta un instant sur cette ligne avant de l'écrire quand même. À 3h10, elle entendit des pneus crisser sur le gravier derrière la maison. Elle leva les yeux par la fenêtre de la cuisine. 2 voitures entraient par le portail arrière, toutes 2 avec leurs phares éteints. Elles se déplaçaient lentement et s'arrêtèrent dans la cour à côté de l'entrepôt, au lieu de contourner vers l'entrée principale. Elle prit sa plume et nota l'heure, écrivit 2 voitures et enregistra les 2 numéros de plaques d'immatriculation, car elle notait toujours les plaques d'immatriculation. Tout comme elle avait toujours noté les numéros de lit d'hôpital. Non pas parce qu'elle voulait savoir quoi que ce soit, mais parce qu'une série de chiffres était plus facile à enregistrer qu'une description. Quelqu'un sortit d'une des voitures. Il y eut un bref échange de voix. Puis la porte de l'entrepôt s'ouvrit et se referma. Elle baissa la tête et finit d'écrire la dernière ligne. Et quand elle releva les yeux une fois de plus, un homme se tenait au milieu de la cour arrière, à environ 30 mètres de la fenêtre de la cuisine. Il ne marchait pas vers l'entrepôt. Il ne marchait pas vers l'une ou l'autre des voitures. Il se tenait parfaitement immobile, le dos tourné à tout cela. Son visage était tourné vers la rangée de bâtiments bas sur la gauche, les quartiers des domestiques. Et il resta ainsi assez longtemps pour que Maeve réalise qu'il comptait depuis le début de la rangée. Elle cligna des yeux. La cour était vide. Il n'y avait rien d'autre que les longues ombres des arbres s'étirant sur le gravier humide et la faible lueur jaune de l'entrepôt. Elle resta immobile pendant plusieurs secondes, une main toujours posée sur le carnet. Puis elle se dit qu'elle n'avait pas bien dormi depuis 2 nuits, et que les gens voyaient toutes sortes de choses à cette heure. Elle ferma le carnet, le glissa dans la poche de son tablier, éteignit la lampe de table et alla dans sa chambre. Elle n'écrivit pas une autre ligne sur l'homme. C'était la seule chose qui s'était passée cette nuit-là, qu'elle n'enregistra pas. Le mardi était son jour de congé, et les jours de congé de Maeve commençaient toujours par 2 trajets en bus. Le premier longeait le port pendant 40 minutes. Le second grimpait vers l'ouest, à travers la ville, pendant 25 minutes de plus. Et sur les 2 trajets, elle s'asseyait au dernier rang, appuyait sa tête contre la fenêtre. Elle s'assoupissait par intermittence, le seul sommeil qu'elle semblait avoir pendant la semaine. L'établissement de soins se trouvait au bout d'une route bordée des 2 côtés d'érables. Niall Callahan, son jeune frère de 20 ans, était assis sur une rangée de chaises sur le porche quand elle arriva. Ses 2 mains reposaient sur ses genoux alors qu'il regardait le parc. Il se tourna en entendant ses pas, et son visage s'illumina immédiatement. « Maeve », dit-il. Il se souvenait toujours du nom de sa sœur. C'était la première chose dont il avait réussi à se souvenir après 3 ans. Et même maintenant, cela restait la chose la plus certaine dans son esprit. Elle s'assit à côté de lui, ouvrit son sac et sortit une boîte de biscuits à l'avoine qu'elle avait fait elle-même la veille dans la cuisine des domestiques. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui » demanda-t-il. « Mardi, mardi. » Il hocha la tête pour lui-même et mâcha son biscuit. Puis 10 minutes plus tard, il demanda à nouveau quel jour on était. Et elle répondit « Mardi encore », de la même voix calme que la première fois. Pas plus vite, pas plus lasse, car elle avait appris que si elle laissait paraître la moindre trace de tension, il le remarquerait. Et une fois qu'il l'aurait remarqué, il resterait silencieux pour le reste de la visite. Ils restèrent assis sur le porche pendant environ 1 heure.
Il lui parla d'un oiseau qui construisait un nid dans la gouttière, raconta l'histoire 3 fois. Et les 3 fois, elle écouta comme si elle l'entendait pour la première fois. Quand elle se leva pour partir, une femme en manteau gris s'approcha et l'arrêta au milieu du couloir. Elle tenait une feuille de papier dans une main. Sa voix était douce de la manière particulière que les gens utilisent quand ils sont sur le point de dire quelque chose de difficile. Le coût des soins de longue durée de Nile serait ajusté au début du prochain trimestre. 4 200 $ deviendrait 4 900 $. L'établissement maintiendrait le tarif actuel pendant encore 2 mois. Et après ces 2 mois, si la famille ne pouvait pas prendre d'autres dispositions, il n'aurait d'autre choix que de transférer Neil dans un établissement de niveau inférieur dans le sud du comté, là où le ratio infirmière-patient était de 1 pour 11. La femme ajouta qu'elle était vraiment désolée, et elle le pensait. Mav prit le papier, le plia en 4 et le glissa dans la poche de son manteau. « Je vais trouver une solution, dit-elle. Mademoiselle Callahan, je voulais juste que vous le sachiez à l'avance pour que... Je sais. Merci, je vais trouver une solution. » Puis elle s'éloigna, et elle continua de marcher sans s'arrêter nulle part, car elle savait parfaitement que si elle s'arrêtait, elle s'effondrerait sur le sol, là, au milieu du couloir. Cela faisait 3 ans qu'elle trouvait des solutions. Elle avait trouvé des solutions quand on lui avait dit que la police d'assurance ne couvrirait pas un cas comme le sien. Elle avait trouvé des solutions quand elle avait vendu sa dernière alliance, quand elle avait travaillé 2 services par jour pendant 7 mois d'affilée, quand elle s'était tenue devant les portes d'une maison dont tout le monde en ville savait à qui elle appartenait et qu'elle avait sonné quand même. Elle trouverait une solution pour ça aussi. Elle le faisait toujours. Quand elle atteignit les portes de l'établissement, elle tourna à gauche vers l'arrêt de bus et s'arrêta. De l'autre côté de la rue, garée près du trottoir, se trouvait une voiture noire. Barnaby Wexford se tenait à côté de la portière arrière, les 2 mains jointes devant lui, attendant. Il ne montra aucun signe qu'il était déjà là depuis 2 heures. « Mademoiselle Callahan. »« Monsieur Wexford, que faites-vous ici ?»« On m'a assigné. »« Assigné par qui ?» Le directeur de la maison se contenta d'ouvrir la portière de la voiture, et il ne répondit pas à la question. Mav resta un instant immobile sur le trottoir. Puis elle monta dans la voiture. Car 2 trajets en bus prenaient 1 heure et 5 minutes, et elle était épuisée jusqu'à la moelle. Personne ne dit un mot de tout le trajet de retour, et pendant les jours qui suivirent, Auguste Ferrante ne lui en parla jamais, pas une seule fois. Ce soir-là, Auguste sortit pour récupérer la mallette qu'il avait laissée dans la voiture, et quand il se pencha sous le siège arrière, sa main toucha quelque chose de dur, posé contre la base du siège. Il le sortit. Un carnet épais à couverture rigide avec une couverture vert mousse, sa tranche usée, les bords inférieurs des pages jaunies par des années de contact avec des mains moites. Il savait à qui il appartenait. Il savait aussi qu'il devrait le donner à Barnaby et le lui faire rendre. Il l'ouvrit avant d'avoir le temps de penser à le faire. Les premières pages n'étaient que des heures, serrées et écrites avec une parfaite constance. Une colonne d'heures sur le côté gauche et de courtes notes à droite. L'écriture hâtive de quelqu'un habitué à écrire dans le noir sans regarder sa main. Il tourna une page. Un jour, elle avait écrit que la pluie avait commencé à 11 heures et s'était arrêtée à 2 heures. Un autre, elle avait écrit que le tuyau du sous-sol faisait du bruit, signalé. Il y avait des lignes contenant des heures et des séries de chiffres que ses yeux survolaient comme ils survolaient un inventaire d'expédition. Le langage administratif sans signification d'un service de nuit, et il ne s'arrêta à aucun d'eux. Puis, éparpillées parmi ces pages, se trouvaient des phrases entièrement différentes du reste, écrites ici et là, parfois une seule ligne au milieu d'une page autrement blanche. Le genre de phrase que les gens n'écrivent que lorsqu'il est 3 heures du matin et que personne d'autre dans la maison n'est réveillé. Aujourd'hui, mon frère m'a demandé 9 fois quel jour on était. Je lui ai répondu les 9 fois, et je pense que je suis toujours une personne gentille. Sur une page, elle n'avait écrit que 4 mots. « Je vais bien »,« toujours bien », et les avait soulignés 2 fois. Et Auguste fixa ces 2 lignes sous les mots plus longtemps qu'il ne s'y attendait. Puis il se retrouva. L'homme du 3e étage était de nouveau à la fenêtre à 3h40. Il boit du café froid et ne le réchauffe jamais. Peut-être qu'il ne le remarque pas, ou peut-être qu'il s'en fiche. Aujourd'hui, il a ri une fois pendant environ 1 seconde quand M. Wexford a laissé tomber le couvercle de la carafe. 3h15. La lumière du 3e étage est toujours allumée. Seul le monde dans cette maison sait dormir, sauf 2 personnes. Auguste tourna une autre page
Et il était de nouveau là, puis encore. Et il se tenait à côté de la voiture dans l'obscurité du garage, tournant page après page, oubliant complètement la mallette. Il n'entendit pas les pas derrière lui. « C'est à moi. » Il leva les yeux. Maeve se tenait à 3 pas, le visage vidé de sa couleur. Elle s'avança et lui arracha le carnet des mains, vite et fort, avec le mouvement de quelqu'un à qui on vient d'arracher une couche de vêtements au milieu d'une pièce bondée. « Combien de fois avez-vous écrit sur moi » demanda-t-il. « 3. J'en ai compté 11. » Elle serra plus fort le carnet. « J'écris sur tout le monde dans cette maison. Écrivez-vous sur tout le monde ou ne surveillez-vous que moi ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne pouvait pas répondre à cette question, et ils le savaient tous les deux. « Vous n'aviez pas le droit, dit-elle. Vous avez raison, je ne l'avais pas. » Les mots le surprirent même lui, car dans cette maison, dans cette ville, il y avait très longtemps qu'il n'y avait rien qu'il n'ait pas le droit de faire. Et il avait oublié ce que cela faisait d'admettre le contraire. « Il est tombé sous le siège de la voiture, » ajouta-t-il. « J'aurais dû le donner à M. Wexford. »« Oui, vous auriez dû. » Elle pressa le carnet contre sa poitrine, les 2 bras croisés fermement autour, et le regarda une seconde de plus. « Il boit du café froid, » dit-il, « parce qu'il oublie. » Il le dit doucement, presque pour lui-même. Maeve ne répondit pas. Elle se tourna et sortit rapidement du garage. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement derrière la porte de service, les 2 bras restèrent croisés sur sa poitrine autour du carnet. Auguste resta où il était, seul. Il se souvenait de chaque mot qu'elle avait écrit sur lui avec une clarté parfaite. Il ne se souvenait pas d'une seule série de chiffres. 2 jours plus tard, à 8 heures du soir, Auguste descendit à la cuisine et trouva Maeve en train de ranger la vaisselle dans le placard. « Avez-vous dîné ?»« J'ai déjà mangé, monsieur. »« Vous mentez. » Elle se tut. Il tira la chaise en bout de la table à manger des domestiques. Une longue table en bois marquée de rayures dans toutes les directions. Personne portant le nom de Ferrante ne s'y était assis depuis 40 ans. Et il s'assit. « Reste-t-il quelque chose à manger ?» Elle le regarda un instant. Puis elle réchauffa la marmite de soupe de pommes de terre du déjeuner, coupa du pain et le posa devant lui. « Asseyez-vous, dit-il. Je ne m'assois pas à la même table que... Je vous ai dit de vous asseoir. » Elle s'assit en face de lui, laissant une certaine distance entre eux, les 2 mains posées sur ses genoux. Ils mangèrent en silence pendant environ 5 minutes, puis il posa sa cuillère. « J'avais un jeune frère, dit-il. » Elle leva les yeux. « Ambulancier, 8 ans de moins que moi. Il y a 3 ans. Il avait 26 ans. Il parlait de la même voix égale qu'il utilisait pour lire un rapport. À l'époque, on a su que quelque chose de grave allait arriver à ma famille. Je ne lui ai rien dit. J'ai signé des papiers, transférant toute sa part dans un trust offshore. J'ai réservé son billet. J'ai arrangé un endroit pour qu'il reste là-bas. Et 3 jours plus tard, je l'ai mis dans une voiture. » Il fit tourner légèrement la cuillère contre la table. Je ne lui ai posé aucune question. Je ne lui ai pas demandé s'il voulait y aller. Je ne lui ai pas demandé s'il avait peur. Je lui ai seulement dit que tout était déjà réglé. Et il m'a cru, parce qu'il m'avait fait confiance toute sa vie. Il fit une pause d'1 seconde. Il n'est jamais arrivé là-bas. Maeve ne dit rien. Elle avait appris il y a longtemps qu'à des moments comme celui-ci, le silence était la chose la plus gentille qu'une personne puisse donner à une autre. Pendant 3 ans, je me suis dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Je ne l'avais juste pas fait assez vite, dit-il. Ce n'est que récemment que j'ai commencé à penser différemment. Je l'ai sauvé en prenant la décision pour lui, et j'ai appelé ça de la protection. Dehors, la brume s'installait sur la cour arrière. Maeve resta assise immobile très longtemps. Assez longtemps pour qu'il pense qu'elle ne dirait rien du tout. Puis elle posa ses 2 mains sur la table. « Mon mari est mort il y a 3 ans, dit-elle. Il s'appelait Desmond. » Auguste leva les yeux. « Cette nuit-là, il y a eu un incendie à l'entrepôt du quai 14. J'étais à la maison, à 4 rues de là. J'ai été la première à arriver avant les pompiers. » Elle s'arrêta là et ne dit rien de plus sur cette nuit-là. Pas un mot. Le lendemain matin, je me suis assise au poste de police et j'ai fait ma déposition. Je leur ai dit une chose, que la porte de l'entrepôt avait été verrouillée de l'extérieur. Et je le savais avec certitude, parce que je me tenais juste devant. Elle baissa les yeux sur ses mains. Ils ont noté ma déposition. Ils m'ont versé un verre d'eau. Un des officiers m'a tapoté l'épaule et m'a dit que je devrais rentrer me reposer. Elle fit une pause. 3 semaines plus tard,
J'ai demandé une copie du rapport. Dans les notes, ils avaient écrit que le témoin souffrait d'un chagrin aigu. Auguste posa complètement la cuillère. Cette nuit-là m'a appris quelque chose. Elle dit, si j'ai peur, les gens me disent irrationnelle. Si je reste silencieuse, les gens me disent forte. Les gens m'aiment beaucoup mieux quand je suis forte. Elle haussa légèrement les épaules. Alors, j'ai choisi le silence. L'autre nuit, vous n'êtes pas restée silencieuse, dit-il. Elle leva les yeux vers lui. Et pour la première fois de la soirée, quelque chose en eux se fissura légèrement. L'autre nuit, j'étais épuisée, dit-elle. Ils restèrent là un long moment après cela, sans qu'aucun des deux ne parle. La lampe au-dessus de la table des domestiques projetait un cercle de lumière jaune, juste assez large pour eux deux. Et au-delà de ce cercle, la grande maison gisait dans l'obscurité. Il était un homme qui ne disait jamais ce qu'il voulait. Elle était une femme qui ne disait jamais ce dont elle avait besoin. Et ce soir-là, dans la cuisine des domestiques, chacun d'eux avait montré à l'autre exactement un tour de la serrure qu'ils avaient fermée de leurs propres mains 3 ans auparavant. Ce soir-là, il se remit à pleuvoir. Maeve lavait la dernière vaisselle quand elle entendit un son très doux à l'extérieur des marches de la cuisine. Et quand elle ouvrit la porte, il était assis là, dans la flaque de lumière de la cuisine. Sa fourrure était trempée et collée à son corps, tout aussi maigre qu'avant. Et cette fois, il ne s'enfuit pas. Il se contenta de la regarder. Elle resta là à le regarder un moment, puis rentra. Elle versa du lait dans une soucoupe, le réchauffa légèrement et le posa sur la marche. Le chat attendit qu'elle ait reculé de 2 pas avant de commencer à boire. Il s'introduit chez moi, vous fait une peur bleue. Et maintenant je suis censé le nourrir. Elle ne l'avait pas entendu descendre. Auguste se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les manches retroussées jusqu'au coude, sa cravate déjà enlevée. « Vous n'êtes pas obligé de le nourrir, dit-elle. »« Je sais. » Il sortit, s'assit sur le seuil et n'alla pas plus loin. Elle s'assit à une courte distance de lui. Le chat mangeait très lentement, comme un animal qui a appris qu'un repas peut être retiré à tout moment. Et ils restèrent assis tranquillement à attendre qu'il ait fini. La pluie tombait régulièrement sur le toit au-dessus d'eux. Quand le chat eut léché la soucoupe et disparu dans l'obscurité, Auguste ne se leva toujours pas. Il posa une main sur la marche pour se soutenir, et le dos de sa main toucha le dos de la sienne. Aucun des deux ne se retira. Ils restèrent ainsi, sans se regarder, tous deux fixant la cour de gravier humide. Et l'endroit où leur peau se touchait devint si chaud que Maeve pensa qu'il devait le sentir aussi. Les 4 soirées suivantes se terminèrent toutes sur ces mêmes marches. Pendant la journée, tout restait exactement comme avant. Elle se levait toujours à 6 heures, nettoyait toujours le couloir du 2e étage, l'appelait toujours monsieur devant tout le monde. Il tenait toujours des réunions dans le bureau, signait toujours des papiers, prenait toujours des appels téléphoniques qu'elle croisait sans écouter. Mais vers 10 heures chaque soir, quand les lumières de la grande maison s'éteignaient, l'un d'eux était déjà assis sur les marches de la cuisine. Et tôt ou tard, l'autre descendait. Il lui parla de son père, de la façon dont l'homme plus âgé tapotait 2 doigts sur la table avant de dire quelque chose d'important. Et de la façon, donc, quand Auguste avait 15 ans, son père lui avait appris qu'un homme ne devrait jamais dire ce qu'il voulait avant d'être certain de pouvoir l'avoir. Pourquoi vous a-t-il appris ça? Pour que personne ne me voie jamais espérer quoi que ce soit. Elle resta silencieuse un moment, puis dit doucement, « Alors, il ne vous a pas très bien appris. » Auguste rit. Le son sembla même le surprendre. Maeve chantait. Elle ne savait pas qu'elle chantait, ou peut-être qu'elle le savait, et faisait semblant de ne pas le savoir. Mais chaque fois qu'elle lavait la vaisselle, elle fredonnait un très vieil air à voix basse, toujours légèrement hors rythme. Et chaque fois qu'il lui posait la question, elle disait immédiatement « Je ne chantais pas ». Puis 4 minutes plus tard, elle recommençait. Le 4e soir, le vent souffla sur les marches et détacha une mèche de cheveux de son chignon, la faisant tomber sur sa joue. Auguste leva la main. Il la leva à mi-chemin, puis s'arrêta en l'air, ses doigts à environ une paume de son visage, et la maintint là. « Je demande d'abord, dit-il. » Maeve se tourna pour le regarder dans la lumière jaune de la cuisine. La couleur lui monta aux joues, et elle sourit. « Vous apprenez vite. » Il ne la toucha pas. Il baissa la main et la reposa sur la marche. Et ils restèrent de nouveau assis tranquillement, regardant la cour comme avant. Mais ils savaient tous les deux que quelque chose s'était passé en ces quelques secondes.
qu'ensemble, ils avaient franchi une sorte de porte, et que cette porte ne pouvait plus être fermée. Cette nuit-là, avant d'aller dans sa chambre, Maeve ouvrit son carnet et resta assise, son stylo à la main, pendant un long moment, sans pouvoir écrire une seule ligne. À la fin, elle n'écrivit qu'une seule phrase, puis ferma le carnet. Plus que 10 jours. À 10 heures le lundi matin, une voiture s'arrêta devant l'entrée principale et Barnaby Wexford descendit à la cuisine pour annoncer que Madame Ferrand était de retour. Il le dit de la voix d'un homme annonçant le mauvais temps. Constance Ferrante avait 66 ans, et elle entra dans la maison de son fils, comme si elle entrait dans une pièce qu'elle n'avait jamais quittée. Derrière elle venait une femme beaucoup plus jeune, d'environ 30 ans. Ses cheveux blonds étaient soigneusement attachés, sa posture droite, son attitude silencieuse. Vasse ne salua personne, ni ne fit semblant de ne saluer personne. Elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et y resta sans bouger tout le temps. Auguste était parti pour Annapolis à 6 heures ce matin-là. Tout le monde dans la maison le savait, et Constance le savait mieux que quiconque. Elle fit convoquer Maeve dans le petit salon. « Mademoiselle Callahan, Madame, asseyez-vous. » Maeve resta debout. En 11 mois de travail là-bas, personne ne l'avait jamais invitée à s'asseoir dans le petit salon. Et elle comprenait parfaitement que cette invitation n'était pas un acte de gentillesse. « Asseyez-vous, ma chère, » dit à nouveau Madame Ferrand, encore plus doucement. « Je n'ai pas l'habitude de parler avec quelqu'un qui est debout. » Maeve s'assit sur le bord de la chaise. Madame Ferrand lui versa du thé. Elle se servit, poussa la tasse sur la table vers Maeve, puis s'assit en face d'elle et joignit ses 2 mains sur ses genoux. « J'ai entendu dire que vous êtes une très bonne cuisinière. J'ai entendu dire que vous n'avez pas pris un seul jour de congé. J'ai entendu dire que la semaine dernière, mon fils s'est assis en bas et a mangé de la soupe à la table de la cuisine. » Elle sourit. « Personne n'a réussi ça en 40 ans. Pas même moi. »« Madame, je ne vous blâme pas. » Elle leva très légèrement une main. « Écoutez-moi d'abord. » Puis elle ouvrit le sac à main à côté d'elle, sortit un chèque déjà rempli et le fit glisser sur la table vers Maeve. Maeve baissa les yeux. Elle lut le montant 2 fois. C'était assez pour payer les soins de Neil pendant 10 ans. Assez pour couvrir même les futures augmentations qu'elle ne savait pas encore à venir. Assez pour qu'elle n'ait plus jamais à se tenir dans un couloir, à écouter une femme en manteau gris s'excuser auprès d'elle. « Je me suis renseigné sur votre frère, » dit Madame Ferrand. « Je sais tout. Je sais aussi qu'on vous a dit le mois dernier que les frais augmentaient. » Elle parlait de la voix apaisante de quelqu'un qui offre du réconfort. « Prenez-le. Il n'y a aucune condition écrite sur ce papier. Je ne vous demande qu'une seule chose, et je le demande sincèrement. » Elle se pencha en avant. « Vous êtes la chose la plus gentille qui soit jamais arrivée dans cette maison. Je le crois. Vous le faites rire. Vous le faites s'asseoir à une table. Vous le rendez un peu moins comme son père. » Elle fit une pause. « Et c'est exactement pourquoi vous ne pouvez pas rester. Les gens ne pardonnent pas à un homme comme lui parce qu'il est cruel, ma chère. Ils ne lui pardonnent que tant qu'il reste effrayant. Le jour où tout ce porc apprendra qu'il a un point faible, ce point faible, ce sera vous. » Le seul son qui restait dans la pièce était celui de l'horloge. Adeline Voss restait immobile près de la fenêtre, une main posée sur le bras de son fauteuil. Maeve regarda le chèque un instant de plus. Puis elle le prit, le plia soigneusement en 2, aplatit le pli avec son pouce et le reposa au milieu de la table. Elle n'éleva pas du tout la voix. « Vous avez raison sur une chose, madame, » dit-elle. « Je ne reste pas. Dans 3 semaines, je vais à Philadelphie. Je me suis inscrite. J'ai fait mes bagages. Et je comptais remettre ma démission vendredi dernier. » Elle se leva. « Mais je pars parce que j'ai quelque chose à faire pour moi. Pas parce que vous me payez pour partir, ma chère. Et il y a une autre chose, madame. Je vais dire ceci, puis je retournerai directement travailler en bas. » Elle regarda directement la femme assise en face d'elle. « Il y a 3 ans, quelqu'un m'a payé 1 fois pour me taire. J'ai pris l'argent. Je le dépense encore. Même maintenant, je le dépense encore. Et depuis 3 ans, il n'y a pas eu une seule nuit où j'ai pu dormir. » Elle inclina poliment la tête. « J'espère que vous passerez une bonne journée. » Puis elle se tourna et sortit. Près de la fenêtre, Adeline Voss leva les yeux et regarda Maeve jusqu'à ce que la porte se referme derrière elle. Il n'y avait aucune trace de haine dans ce regard. Mercredi après-midi, Barnaby lui dit de nettoyer la bibliothèque du 2e étage, une pièce où personne n'était entré depuis des années.
Les étagères les plus basses étaient remplies de vieilles boîtes d'archives de la compagnie maritime. Maeve épousta du haut vers le bas. Et quand elle tira une boîte en carton de l'étagère du bas, le fond céda et toute une pile de papier se répandit sur le sol. Elle s'accroupit pour les ramasser. C'étaient des connaissements, des centaines, classés par mois. Une feuille pour chaque expédition, enregistrant la date, le quai, l'expéditeur, le destinataire. Elle en avait ramassé une douzaine quand sa main s'arrêta. Quai 14. Elle tourna la feuille suivante. Quai 14. Encore. Elle s'assit sur le sol, au milieu des papiers éparpillés, et commença à les parcourir de plus en plus vite. Elle cherchait le mois, cherchait la date dont elle n'avait pas eu besoin de se souvenir depuis 3 ans, car elle n'en avait jamais oublié une seule minute. C'était là, un connaissement portant cette date exacte. Une expédition livrée à l'entrepôt du quai 14 à 6 heures du soir. L'expéditeur était listé sous un nom de société dont elle n'avait jamais entendu parler, tandis que le transporteur était clairement imprimé en haut à droite dans l'écriture inclinée qu'elle voyait tous les jours sur les documents du bureau du 3e étage. Ferrante et Marine et Logistique. Elle resta complètement immobile, puis elle retourna le papier. Attaché au dos se trouvait un formulaire d'évaluation des pertes, tamponné par une compagnie d'assurance maritime. Il concluait que la cause de l'incident était un court-circuit électrique dans le système d'éclairage, sans preuve d'interférence extérieure. Et en dessous se trouvait la signature de l'expert, Holland Striker. Maeve Callahan s'était tenue devant cette porte d'entrepôt quand elle était verrouillée de l'extérieur. Elle l'avait déclaré au poste de police. Elle avait tenu dans ses propres mains une copie du rapport, notant que le témoin souffrait d'un chagrin aigu. Et pendant 3 ans, elle avait vécu avec cette phrase, comme une personne vit avec une écharde enfouie trop profondément pour être retirée. Pendant toutes ces 3 années, ses mains n'avaient jamais tremblé. Maintenant, elle le faisait. Elle resta assise sur le sol de la bibliothèque pendant environ 10 minutes sans pleurer. Elle fixait simplement le nom de la société en écriture inclinée en haut à droite de la page. Puis elle rassembla toute la pile de connaissements, la serra contre elle avec ses 2 bras, se leva et monta au 3e étage. Elle ne frappa pas. Elle poussa la porte du bureau, se dirigea droit vers le bureau et posa la pile de papier devant Auguste. « Mon mari est mort dans votre entrepôt, dit-elle. Le saviez-vous » Auguste tenait un stylo. Il le posa. Il la regarda d'abord, puis les papiers. Il tira la pile vers lui, retourna la première feuille et la lut, puis la suivante. Puis il trouva celle portant cette date, lut le recto, la retourna et lut l'évaluation jointe au dos. Il lut très longtemps, bien plus longtemps que nécessaire pour lire une seule feuille de papier. Et pendant tout ce temps, il ne dit pas un mot, ne leva pas les yeux, ne fit pas un seul geste. Maeve se tenait de l'autre côté du bureau, le regardant lire, comptant chaque seconde. Car elle savait que sa réponse déterminerait la direction que prendrait le reste de sa vie. Finalement, Auguste leva les yeux. « Je ne savais pas, dit-il. » Elle ne bougea pas. « Vous ne saviez pas. »« Je ne savais pas. » Il répéta ces 3 mêmes mots, n'ajoutant rien, n'offrant aucune explication. Ne disant pas qu'il allait enquêter, ne disant pas qu'il devait y avoir une erreur, ne disant pas que sa société gérait des milliers d'expéditions chaque année. Il resta simplement assis là, les papiers sous ses 2 mains, et dit ces 3 mots. Et il savait exactement ce qu'ils signifiaient. Dans cette maison, sur toute la moitié sud du port de cette ville, tout existait sous son regard. C'était la seule raison pour laquelle il était encore en vie. Et maintenant, il tenait la preuve que quelque chose était passé directement sous son nez, il y a 3 ans, sans qu'il ne le voie jamais. Il se leva. « Donnez-moi 3 jours. » Maeve le regarda. « Ça fait déjà 3 ans, monsieur. » Puis elle se tourna et sortit, laissant la pile de connaissements sur le bureau. Auguste resta seul dans le bureau, les 2 mains appuyées sur le bureau, la tête baissée. Il fixa très longtemps la signature au dos de la page. Pendant ces 3 jours, Auguste ne dormit pas plus de 4 heures par nuit. Le premier jour, il fit ramener des archives de la société tous les dossiers d'assurance liés au quai 14. 9 boîtes en carton en tout. Et il s'assit au milieu de ces 9 boîtes dans le bureau du matin jusqu'à minuit. Le rapport d'évaluation complet était là. L'ensemble complet des photographies de la scène était là. Le certificat d'inspection du système électrique de l'entrepôt, signé 4 mois avant l'incendie, était là. Tamponné et signé par une société d'inspection indépendante. Le règlement de l'assurance avait été payé à temps,
sans litige ni appel. Le deuxième jour, il ordonna les registres de service pour tout ce trimestre. Pas une seule page ne manquait. Chaque signature de passation de service était présente, et les heures d'arrivée et de départ correspondaient à la minute près. Il exigea une liste de tous ceux qui avaient reçu une clé de l'entrepôt du quai 14 à cette époque. Il y avait 7 noms sur la liste. Dans l'année qui suivit, tous les 7 avaient soit démissionné, soit été transférés ailleurs, chacun pour une raison différente. Chaque raison parfaitement raisonnable. Personne de licencié, personne n'intentant de procès, personne ne laissant derrière lui quoi que ce soit qui puisse être suivi. Le troisième jour, il s'assit devant tout cela et comprit enfin ce qui lui donnait des frissons depuis 2 jours. Ce n'était pas que les dossiers avaient des lacunes. C'était qu'il n'y avait aucune lacune du tout. Après 3 ans, après 9 boîtes, après des milliers de pages, il ne pouvait trouver une seule rature, un seul chiffre mal placé, une seule signature penchée dans le mauvais sens. En 15 ans de travail sur ce port, Auguste Ferrante n'avait jamais vu un dossier aussi propre. Car les vrais dossiers n'étaient jamais aussi propres. Les vrais dossiers avaient toujours une page classée au mauvais endroit, une ligne ajoutée plus tard avec un stylo de couleur différente, un jeu d'initiales dont personne ne se souvenait à qui il appartenait. Ce qu'il tenait n'était pas la vérité. C'était quelque chose qui avait été nettoyé, et la personne qui l'avait nettoyé s'était tenue ici, dans cette même maison, devant lui, il y a 3 ans. En même temps, il fit examiner par 2 hommes la nuit où la grille de ventilation avait été coupée. Il ne leur dit pas pourquoi. Il demanda seulement le planning complet des gardes couvrant la cour arrière cette nuit-là. L'après-midi du 3e jour, ils lui apportèrent une seule feuille de papier. La cour arrière était censée avoir 2 gardes en service à partir de 11 heures cette nuit-là. À 7 heures ce soir-là, le planning avait été modifié à la dernière minute, repoussant le service jusqu'à 2 heures du matin. Et pendant les 3 heures entre 11 heures et 2 heures, il n'y avait eu aucun garde dans la cour arrière ou le long de toute la rangée de bâtiments bas sur la gauche. Au bas de la page se trouvait la signature approuvant le changement de service. Renzo Palladino. Auguste resta assis à fixer ce nom très longtemps. Il ne frappa pas du poing sur le bureau. Il n'appela personne. Il resta assis en silence dans le bureau jusqu'à ce que le ciel derrière les fenêtres soit complètement noir. Puis il plia le papier, le glissa au milieu du dossier, verrouilla tout le dossier dans le tiroir du bas et mit la clé dans la poche de son manteau. Il ne le dit à personne, pas même à Mav. Cette nuit-là, Barnaby Wexford apporta du café à l'étage. Le directeur de la maison posa la tasse sur le bord du bureau. Et contrairement à toutes les autres fois, il ne partit pas immédiatement. « Monsieur, quoi? Mademoiselle Callahan m'a demandé 2 fois aujourd'hui si vous descendiez à la cuisine. » Auguste ne leva pas les yeux. « Je suis occupé. Je sais que vous êtes occupé. » Le vieil homme resta debout là, les 2 mains jointes devant lui. « Quand allez-vous le lui dire? Quand j'aurai une réponse? » Barnaby hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait déjà à ces mots exacts. Chacun d'eux. « Monsieur, dit-il, elle n'a pas demandé si vous aviez la réponse. » Il ramassa le plateau vide. Elle a demandé si vous la cherchiez. 3 jours passèrent, et il ne lui dit pas un seul mot. Mais le premier matin, 2 hommes inconnus étaient postés au portail arrière. Le deuxième matin, chaque serrure le long de la rangée de bâtiments bas sur la gauche fut remplacée, et Barnaby lui tendit une clé différente. Cet après-midi-là, ses affaires furent déplacées à l'étage dans une chambre vide au 2e étage, près de l'escalier principal, avec une fenêtre donnant sur l'entrée principale. Le 3e matin, quand elle sortit au portail pour prendre le bus pour rendre visite à son frère, une voiture attendait déjà. Le chauffeur lui dit qu'on lui avait ordonné de l'emmener où elle voulait et de la ramener, même pour des trajets qu'elle n'avait pas annoncés à l'avance. Le 3e soir, elle monta au bureau et poussa la porte. Auguste se tenait près de la fenêtre avec une tasse de café froid à la main. « Pouvez-vous me dire ce qui se passe? » « Il ne se passe rien. Vous avez remplacé toutes les serrures d'une rangée entière de bâtiments parce qu'il ne se passe rien. Les serrures étaient vieilles. Vous m'avez déplacé au 12e étage parce que les serrures étaient vieilles. » Il posa la tasse de café. « Vous devriez vous reposer. 3 jours, dit-elle. Vous m'avez demandé 3 jours. Je vous ai donné 3 jours. Maintenant, je suis là à vous demander et vous me dites que je devrais aller me coucher. Je n'ai pas encore fini.
Alors dites-moi que vous n'avez pas encore fini. Non, vous venez de me dire d'aller dormir. Il se tut. Et c'est ce silence qui a finalement brisé quelque chose en elle. Vous avez remplacé la grille de ventilation dans ma chambre. Vous avez soudé une plaque d'acier entière au bas du mur et m'avez dit que la grille était pourrie. Vous avez mis des hommes au portail arrière. Vous avez changé toutes les serrures. Vous m'avez déplacé à l'étage. Vous avez envoyé une voiture me suivre jusqu'au portail de l'établissement de mon frère, sans me dire un mot. Sa voix ne s'éleva pas, mais elle se mit à trembler. Depuis 3 jours, vous ne m'avez pas posé une seule question, monsieur. Vous n'avez pas demandé si j'avais peur. Vous n'avez pas demandé si je voulais savoir. Vous n'avez pas demandé si je pouvais supporter de dormir dans une autre chambre sans comprendre pourquoi on m'y avait déplacé. Elle déglutit. Vous décidez vous-même de ce qui est le mieux pour moi, puis vous appelez ça de la protection. Auguste se redressa. Je vous garde en sécurité. Vous vous empêchez d'avoir à dire que vous ne savez rien. Vous ne comprenez pas l'ampleur de la situation. Alors faites-moi comprendre. Je vous le dirai quand j'aurai une réponse. Je ne vous demande pas la réponse. Elle fit un pas de plus vers lui. Je vous demande si vous cherchez. C'est tout. Depuis 3 jours, tout ce dont j'avais besoin, c'était que vous me disiez une seule phrase. Je cherche. Et j'aurais attendu 3 ans de plus s'il l'avait fallu. Il ne répondit pas. Il ne répondit pas parce qu'il ne trouvait pas le moyen de dire qu'il avait passé 3 nuits assis au milieu de 9 boîtes de dossiers et qu'il en était ressorti les mains vides. Que 3 ans plus tôt, quelqu'un avait tout nettoyé avant lui, à l'intérieur de sa propre maison. Qu'il venait de voir un nom sur un changement de planning de garde et n'avait toujours pas le courage de croire ce que ce nom signifiait. Il avait vécu toute sa vie, selon la règle qu'un homme ne parle que lorsqu'il est certain. Et en 34 ans, cette règle ne l'avait jamais trahi. « Montez », dit-il. Et dans ces mots, Maeve entendit exactement la même voix qu'elle entendait depuis 3 ans. La voix des gens qui avaient pris sa déposition, puis lui avaient tapoté l'épaule. La voix des gens qui lui avaient versé un verre d'eau et lui avaient dit de rentrer se reposer. La voix de tous ceux qui avaient décidé pour elle qu'elle n'était pas assez stable pour entendre la vérité. Et elle dit la seule chose qu'elle n'aurait jamais dû dire. « Emt a été mise en sécurité par vous aussi. » La pièce devint silencieuse. Auguste ne bougea pas. Son visage ne rougit pas. Ses mains ne se fermèrent pas en poing. Il ne s'avança pas vers elle. Il resta simplement là, et quelque chose derrière ses yeux s'assombrit, comme une lumière éteinte quelque part très loin. Maeve leva ses 2 mains pour couvrir sa bouche. « Je suis désolé, dit-elle. Je suis désolé. Je ne voulais pas. » Il ne la regarda plus. Il tourna son visage vers la fenêtre. « Sortez. » À 9 heures le lendemain matin, Renzo Palladino arriva, et cette fois, il n'utilisa pas l'entrée de service. Il entra directement dans le grand salon où Constance Ferrante prenait le thé et demanda que tout le monde dans la maison soit appelé. Barnaby descendit. Les 2 hommes postés au portail arrière descendirent. Maeve fut convoquée de la cuisine, les mains encore mouillées. Elle se tint près de la porte, car personne ne lui dit de s'asseoir. Auguste descendit en dernier. Il s'arrêta au pied de l'escalier et n'entra pas complètement dans la pièce. « Monsieur, dit Renzo, je suis profondément désolé de faire ça ici, devant tout le monde. Mais je me suis tu pendant 3 semaines, et je ne peux plus me taire. » Il ouvrit sa mallette, sortit une pile de pages photocopiées et les posa sur la table basse au centre de la pièce. « Votre planning de véhicule du mois dernier a fuité à l'extérieur 2 fois. La 2e fois, c'était votre voyage à Annapolis la semaine dernière. » Il étala les pages copiées sur la table comme un jeu de cartes. Et voici ce que j'ai trouvé. C'était des copies de pages d'un carnet manuscrit. Une petite écriture hâtive, avec une colonne d'heure sur le côté gauche. 3h10. 2 voitures sont entrées par le portail arrière. Phares éteints, suivis de 2 numéros de plaque d'immatriculation. 11h40. La lumière du bureau du 3e étage s'est éteinte. 9h20. L'invité a quitté la maison. La voiture a fait demi-tour sur la pente. Chaque page était remplie d'heures. Des portes qui s'ouvrent et se ferment. Des voitures qui arrivent et partent. Qui étaient réveillées et qui dormaient. Jour après jour, nuit après nuit, régulier, précis, sans une seule nuit manquante. Constance Ferrante posa sa tasse de thé. Barnaby fit un demi-pas en avant, puis s'arrêta. Là, dans ce grand salon, devant tout le monde, ces pages n'étaient plus le journal d'une femme qui ne pouvait pas dormir. C'était un journal de surveillance.
La cuisinière m'a dit qu'elle s'assoit en bas à la table pour écrire chaque nuit, dit Renzo. Je lui ai posé la question une fois. Elle m'a dit qu'elle écrivait des lettres à son frère. Je l'ai cru aussi. Vraiment. Il soupira. Puis j'ai commencé à poser plus de questions. Cette femme est une Callahan, et elle a un jeune frère dans un établissement de soins hors de la ville, qui coûte 4200 $ par mois. Il leva les yeux. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. Je dis que 4200 $ par mois peuvent briser même une bonne personne. Renvoyez-la, dit Constance. Aujourd'hui. Maeve ne regarda pas Renzo. Elle ne regarda pas Madame Ferrante. Elle regarda vers le pied de l'escalier où Auguste se tenait et elle attendit. Elle avait besoin qu'il dise une seule chose, n'importe quoi. Auguste ne dit rien. Il fixait les pages copiées sur la table basse et n'entendait rien autour de lui. Car il venait de voir la ligne qui disait 3h10. 2 voitures sont entrées par le portail arrière, phare éteint. Et il savait avec une certitude absolue qu'aucune expédition n'était prévue par le portail arrière de sa maison cette nuit-là. Puis ses yeux se déplacèrent vers la ligne au-dessus, puis la ligne en dessous. Et dans son esprit, une chose s'emboîta dans une autre avec le son d'un verrou qui se met en place. Personne ne coupe une grille de ventilation pour entrer dans la chambre d'une femme de chambre, simplement parce qu'elle est une femme de chambre. Ils la coupent parce qu'il y a quelque chose dans cette chambre qu'ils doivent prendre. Il leva la tête, il ouvrit la bouche, mais il avait déjà été environ 3 secondes trop lent. Et 3 secondes dans une pièce comme celle-là, c'était bien trop long. Maeve avait tendu la main derrière elle et avait dénoué son tablier. Elle le fit avec un calme parfait, l'enleva, le plia en 4 et le posa sur la table à côté des pages copiées. « Vous n'avez pas besoin de me renvoyer, madame, » dit-elle. Puis elle se tourna, passa devant le pied de l'escalier, passa directement à côté de lui sans s'arrêter, et sortit par la porte. 2 jours plus tard, Renzo Palladino monta de nouveau au bureau. Et cette fois, il apporta un nouveau dossier avec lui. « J'ai formé un comité d'examen interne, » dit-il. « Nous devons aller au fond de cette fuite de planning, monsieur. J'ai besoin de votre signature m'autorisant l'accès à tous les documents de cette maison, y compris tout ce que mademoiselle Callahan a laissé derrière elle. » Il posa le dossier sur le bureau, surtout ce qu'elle a laissé derrière elle. Auguste le regarda. Il le regarda assez longtemps, plus longtemps que la courtoisie ne le permettait. Et Renzo sourit en attendant, avec l'expression patiente d'un homme qui s'était tenu aux côtés de 2 générations d'hommes qui avaient dirigé cette famille. « Laissez-moi d'abord y jeter un œil, » dit Auguste. Quand la porte du bureau se referma, Auguste ouvrit le tiroir, sortit la boîte en carton et posa le carnet vert mousse sur le bureau. Cette fois, il ne l'ouvrit pas comme un homme en souffrance. Il l'ouvrit comme l'homme qui contrôlait le port sud de Baltimore. Il prit du papier blanc, un stylo, et commença par la première page. 3 heures plus tard, le bureau était couvert de feuilles de papier. Une femme qui ne pouvait pas dormir avait enregistré 11 mois sans manquer une seule nuit. Heure, météo, qui passait par quel couloir et à quelle heure. Et toutes les quelques nuits, il y avait une autre ligne notant une voiture entrant par le portail arrière avec un numéro de plaque d'immatriculation et une heure. Et chacune de ces entrées se situait entre 2h30 et 3h30 du matin. Auguste sortit les registres d'expédition de la société et les compara. Aucun de ces trajets n'apparaissait dans ces dossiers. Aucun n'avait été programmé, approuvé ou documenté. Il compta 23 entrées sur 11 mois. Puis il sortit les plannings de service de la maison et les plaça à côté du carnet. Toutes les 23 nuits étaient des nuits où Renzo Palladino était de service. Auguste resta immobile un moment, puis continua de tourner les pages. Et là, exactement au milieu du carnet, entre 2 entrées d'heures ordinaires d'une nuit d'avril, se trouvait une ligne écrite d'une écriture complètement différente du reste, plus lente, plus appuyée sur la page. L'écriture de quelqu'un qui copie quelque chose qu'elle avait déjà écrit de nombreuses fois dans de nombreux autres endroits. Copier ceci aujourd'hui de l'ancien carnet, avait-elle écrit, parce que l'ancien commence à tomber en morceaux. Puis venait une date d'il y a 3 ans, puis une phrase. La voiture a quitté le quai 14 à 9h40, direction nord, phare éteint, et un numéro de plaque d'immatriculation. Auguste fixa le numéro. Puis il déplaça ses yeux vers la feuille de papier blanc à sa droite, où il avait copié les 23 numéros de plaque d'immatriculation des 11 derniers mois. Et il le trouva à la 9e ligne.
La même voiture. 3 pièces s'emboîtèrent au même instant, s'ajustant si précisément qu'il pouvait presque les entendre cliquer. La voiture qui avait quitté le quai 14 cette nuit-là passait encore par le portail arrière de sa maison à 3 heures du matin depuis 3 ans. Toujours les nuits où Renzo était de service. Ce qui signifiait que les dossiers dans lesquels Auguste avait passé 3 nuits à fouiller, 9 boîtes si impeccables qu'elles n'auraient pas pu être plus propres, l'étaient parce que l'homme qui les avait nettoyées était encore assis à cette même table, mangeant avec eux. Il y a 3 ans, ce même homme avait aussi été la seule personne, à part Auguste, à savoir quel trajet Empt prendrait, à quelle heure et par quelle route. Car Renzo lui-même avait pris ce planning directement de la main d'Auguste. Et cette nuit pluvieuse à 11 heures, le service de garde de la cour arrière avait été changé à la dernière minute sous la signature de Renzo, laissant la cour de Gravier complètement sans surveillance pendant 3 heures. Non pas pour que quelqu'un vole quelque chose appartenant à la famille Ferrante, mais pour que quelqu'un prenne le carnet exact qui se trouvait maintenant ouvert sur ce bureau. Auguste se pencha en arrière dans son fauteuil. Il avait passé 3 nuits entouré de 9 boîtes de documents, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver. Il avait dit à Barnaby qu'il parlerait quand il aurait une réponse. Il s'était tenu dans cette même pièce et lui avait dit de monter. Et la réponse, du début à la fin, se trouvait dans la poche du tablier de la femme qu'il venait de laisser sortir par son portail à 6 heures du matin. Il baissa les yeux et regarda cette petite ligne d'écriture une fois de plus. La nuit où quelqu'un a coupé la grille de ventilation et est entré dans sa chambre, la chose qu'il était venu prendre se trouvait dans la poche de son tablier, et elle dormait. Le chat était entré avant lui. Au cours des 48 heures suivantes, Auguste Ferrante fit 3 choses. La première prit 4 heures. Il convoqua le chef des expéditions au bureau, annula toutes les allocations de postes à quai soutenues par Renzo Palladino. Il révoqua ses codes d'accès aux 7 quais et ordonna au service comptable de suspendre le paiement de tous les contrats annexes portant son approbation. Il le fit par la paperasse, un document à la fois, signant chacun, tamponnant chacun. Et avant la tombée de la nuit, le nom Palladino avait été retiré de chaque portail de la moitié sud du port de la ville. La deuxième chose prit une journée entière. La compagnie d'assurance maritime de Holland Striker devait une somme substantielle à 2 banques régionales depuis 4 ans. Et les 2 dettes étaient proposées à la vente en dessous de leur valeur nominale. Auguste les racheta toutes les 2. Le vendredi matin, Holland Striker reçut une enveloppe ne contenant aucune menace, seulement des copies des 2 accords de cession et une seule feuille de papier portant le nom de son nouveau créancier. La troisième chose prit une matinée et ne nécessita personne de la maison. Auguste apporta le carnet vert mousse à un bureau de notaire, le fit copier entièrement, fit certifier chaque page, garda l'original. Puis il se rendit avec l'avocat de la société au bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maryland. Il portait ses copies, les 9 boîtes de dossiers d'assurance du quai 14, les registres de service, l'ordre de changement du planning de garde portant la signature de Renzo Palladino et la feuille de comparaison contenant les 23 numéros de plaque d'immatriculation. Il resta assis là pendant 3 heures et répondit à toutes les questions qu'on lui posa, y compris celles qui touchaient à sa propre société. Quand il rentra chez lui, c'était déjà l'après-midi. Barnaby Wexford attendait dans le hall. « Tout le port le sait », dit le directeur de la maison. « Depuis midi. » « Oui, il s'est assis à cette table pendant 22 ans. Il vous a porté dans ses bras quand vous aviez 5 ans. » « Je sais. » Barnaby resta silencieux un moment. « Votre père n'aurait pas fait ça. » Auguste enleva son manteau, le drapa sur un bras et s'arrêta au pied de l'escalier. « Mon père a fait ça, » dit-il, « et j'ai perdu mon frère. » Il monta 2 marches, puis s'arrêta. Mon père gérait tout entre les 4 murs de cette famille. Pas de paperasse, pas de témoins, personne à l'extérieur n'était autorisé à savoir. Il appelait ça l'honneur. Le résultat, c'est que pendant 22 ans, l'homme assis entre ces 4 murs pouvait cacher tout ce qu'il voulait cacher. Et personne ne le contrôlait jamais. Il baissa les yeux sur le vieux directeur de la maison. « Je ne lui prends pas sa vie, Monsieur Wexford. Je lui prends sa place dans le monde. À partir d'aujourd'hui, il ne peut plus ouvrir un seul portail, ne peut plus signer un seul document, ne peut plus appeler personne qui décrochera encore le téléphone. Et tout ce qu'il a fait il y a 3 ans est maintenant entre les mains de gens
qui ont l'autorité de l'interroger. Et ces gens ne portent pas le nom de Ferrante. Barnaby baissa la tête. « Monsieur, il y a une autre chose. » Auguste dit, « Trouvez l'adresse du logement de mademoiselle Callahan. N'envoyez personne là-bas. N'envoyez pas de voiture. J'ai seulement besoin de l'adresse. »« Oui, monsieur. » Et monsieur Wexford, le directeur de la maison, leva les yeux. « Je n'irai pas là-bas tant que l'autre affaire ne sera pas complètement terminée. Je ne veux pas qu'elle ait à se retrouver à nouveau près de tout ça. » Renzo Palladino envoya un message à Auguste le samedi après-midi. Une courte ligne lui demandant de le rencontrer à 9 heures ce soir-là à l'ancien entrepôt du quai 14 et lui disant de venir seul. Il ajouta qu'il était temps qu'il s'assoie et parle correctement, comme un oncle et un neveu, que cela était allé trop loin, qu'Auguste déchirait toute une famille pour quelques pages de gribouillis écrites par une femme qui ne pouvait pas dormir. Auguste lut cette dernière ligne 2 fois. Puis il appela l'avocat de la société, appela son contact au bureau du procureur des États-Unis et passa 2 heures à régler chaque détail. Qui se tiendrait où les voitures seraient garées, quel serait le signal, et exactement quand le dispositif d'enregistrement serait activé. À 6 heures ce soir-là, il arriva devant une pension de 2 étages dans l'est de la ville. Maeve ouvrit la porte. Elle portait un vieux pull, ses cheveux attachés bas, et elle se tenait dans l'ouverture étroite, sans l'inviter à entrer. « Je ne suis pas venu ici pour m'excuser, » dit-il. « Je garderai ça pour plus tard. Je suis venu vous dire quelque chose et vous poser une question. » Puis il lui raconta. Il lui raconta tout sans en cacher une seule partie. Des 23 nuits enregistrées dans son carnet au numéro de plaque d'immatriculation sur la page du milieu. De l'ordre de changement de service de garde portant la signature de Renzo aux 3 heures qu'il avait passées au bureau du procureur des États-Unis le vendredi matin. Il lui parla même des 3 nuits où il s'était assis au milieu de 9 boîtes de dossiers et n'avait rien trouvé du tout. Il me veut à l'entrepôt du quai 14 à 9 heures ce soir. Il dit, « Mes hommes seront à l'extérieur et des gens du bureau du procureur seront là aussi. » L'enregistreur s'allume à 8h30. Il ne sait pas que les preuves ont déjà été remises. Il fit une pause. « Que voulez-vous » Maeve le regarda très longtemps. « Je veux être celle qui entre. Non. Je veux être celle qui franchit cette porte. Maeve, écoutez-moi. Je me suis déjà tenu devant cette porte d'entrepôt une fois, il y a 3 ans. Sa voix ne s'éleva pas. Et depuis 3 ans, je suis toujours debout là. Cette fois, je veux la franchir. » Il secoua la tête. « Je ne vous laisserai pas entrer là-dedans. Vous recommencez. » Il se tut. « Je veux que vous me demandiez d'abord, dit-elle. Vous venez de le faire. C'est ma réponse. » Auguste resta immobile sur le perron pendant très longtemps. Il avait toutes les raisons du monde de dire non, et il connaissait chacune de ces raisons. Mais il savait aussi que 3 ans plus tôt, il avait mis quelqu'un dans une voiture sans demander, et il avait appelé ça de la protection. Il hocha la tête. À 9h moins 5, la porte de l'entrepôt du quai 14 s'ouvrit. Renzo Palladino se leva de la chaise qu'il avait tirée au milieu du sol en béton, et la personne qui entra n'était pas Auguste. Maeve Callahan se dirigea droit vers la table installée au centre de l'entrepôt, y posa une feuille de papier et la poussa vers lui. « Lisez-la. » Il ne la lut pas immédiatement. Il sourit, ce sourire familier d'un oncle de la famille. « Rentrez chez vous, ma chère. Lisez-la. » Il baissa les yeux. C'était un reçu de preuve du bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maryland, listant chaque article un par un. 9 boîtes de dossiers du quai 14, les registres de service, l'ordre de changement du planning de garde de 19, une copie certifiée d'un carnet de 300 pages, signé, tamponné et officiellement reçu à 10h10 le vendredi matin, 9 heures plus tôt. Le sourire sur son visage s'effaça ligne par ligne. Il y a 3 ans, ils ont écrit dans le rapport que je souffrais d'un chagrin aigu, dit Maeve. Vous devriez lire ce que j'ai écrit pendant que je souffrais. Renzo Palladino se jeta en avant. Quelque chose se brisa. Puis la grande porte de l'entrepôt s'ouvrit en grand, et des faisceaux de lumière blanche balayèrent tout le bâtiment, brillants et impitoyables d'un bout à l'autre. Ils illuminaient la table, la feuille de papier et les 2 personnes se tenant de part et d'autre. L'après-midi suivant, il vint à la pension de l'est de la ville pour la 2e fois. Et cette fois, Maeve ouvrit grand la porte et le laissa entrer. La chambre n'avait qu'une seule fenêtre donnant sur le mur de briques du bâtiment voisin.
Une plaque chauffante posée sur une armoire. Un lit simple et 4 boîtes en carton scellé avec du ruban adhésif et empilées en 2 piles contre le mur. Les 4 mêmes boîtes avec les mêmes mots écrits dessus au marqueur. Elle était assise par terre, tirant du ruban adhésif sur le dessus d'une 5e boîte. Il n'avait rien apporté avec lui. Pas de fleurs, pas d'enveloppe, pas un seul morceau de papier. Il se tenait au milieu de la pièce, et elle leva les yeux vers lui, une main toujours posée sur le couvercle de la boîte. « Je ne suis pas venu ici pour vous demander de rester à Baltimore, dit-il. Vous avez déjà renoncé à cela une fois. Je ne serai pas la raison pour laquelle vous le ferez une 2e fois. Vous allez monter dans ce bus. Vous allez finir ce que vous avez commencé. Et je n'ai pas un seul mot à dire contre ça. » Elle posa le rouleau de ruban adhésif sur le sol. « Je suis venu demander autre chose, dit-il. Et je vais tout dire d'un coup, car si je m'arrête à mi-chemin, je ne pourrai pas continuer. » Il se tenait droit, les 2 mains le long du corps, et il parla. « Je veux savoir à quelle heure vous arrivez. Je veux savoir si la chambre que vous louez a du chauffage, et si ce n'est pas le cas, je veux que vous me le disiez au lieu de dire que ça va. Je veux entendre quel professeur est le plus dur dans votre classe. Et je veux vous entendre me parler de lui une 2e et une 3e fois, même si je l'ai déjà entendu. Je veux que vous m'appeliez quand vous avez peur. Je veux que vous m'appeliez quand vous êtes heureuse. Et je veux que vous m'appeliez quand il ne s'est rien passé du tout. Quand c'est juste une de ces soirées où vous voulez entendre la voix de quelqu'un, et je veux que cette voix soit la mienne. » Il fit une pause pour respirer. « 6 mois, c'est long. Il y aura des semaines où je ne pourrai pas venir vous voir. Et il y aura des nuits où vous appellerez et je ne répondrai pas. Et je sais qu'il y aura des moments où nous nous disputerons au téléphone et raccrocherons tous les deux avant d'avoir fini. Je ne peux pas promettre que je serai bon à ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. La seule chose pour laquelle j'ai jamais été bon, c'est de prendre des décisions pour les autres et d'appeler ça de l'amour. » Il la regarda. « Mais ce n'est pas parce que quelque chose est difficile que c'est mal. Et je préfère faire ça mal avec vous que de continuer à ne rien faire parfaitement. » Puis il se tut. Maeve resta assise par terre à le regarder, une main posée sur le couvercle de la 5e boîte. Et pendant très longtemps, elle ne dit rien. Dehors, la dernière lueur de l'après-midi s'était estompée sur le mur de briques. Elle n'avait pas dormi une nuit entière depuis 37 jours. Elle n'avait rien demandé à personne depuis 3 ans. Et 11 mois plus tôt, quand elle avait sonné à ses portes, elle s'était dit qu'elle y allait pour 4 200 $ par mois et pour ne rien gagner de plus dans sa vie. Elle se leva. Elle épouseta ses mains contre les jambes de son pantalon, s'approcha de lui et leva les yeux. « Je veux Philadelphie, dit-elle, et je vous veux vous. » Puis il se pencha et l'embrassa. Et c'était la première fois. 6 mois plus tard, Maeve Callahan tenait son diplôme dans ses mains et accepta un poste aux urgences d'un hôpital au nord de Baltimore. Non pas parce que quelqu'un avait tiré les ficelles pour elle, mais parce qu'elle avait soumis une candidature et qu'elle avait mérité le poste. Elle ne s'installa pas dans le manoir au bord de la baie. Elle loua un petit appartement à 2 rues de l'hôpital et paya le loyer elle-même. Et Auguste ne lui posa plus jamais de questions sur cette décision. Au printemps, il vendit le quai 14 et utilisa chaque dollar de la vente pour créer un fonds de secours pour les familles des travailleurs portuaires blessés ou tués au travail. Et sur la plaque de laiton montée à côté de la porte du bureau du fonds se trouvaient 2 noms, Emt Ferrante et Desmond Callahan. Une nuit pluvieuse vers la fin d'octobre, ils se trouvaient tous les deux dans la cuisine exiguë de cet appartement. Maeve lavait la vaisselle et fredonnait doucement comme elle le faisait toujours. Quand un léger grattement se fit entendre derrière le réfrigérateur. Ils se figèrent tous les deux. Elle ferma le robinet. Il posa le torchon. Aucun d'eux ne dit rien pendant environ 5 secondes. Puis il s'avança, appuya une épaule contre le côté du réfrigérateur et le tira d'environ 1 pouce du mur. Le chat gris les regarda. Il était considérablement plus gros qu'avant. Sa fourrure était sèche et il ne semblait pas avoir l'intention de s'enfuir. « Si c'est celui-là, je déménage au 20e étage, dit-elle. Il s'est grimpé. Elle éclata de rire, puis s'approcha, enroula ses 2 bras autour de sa taille et posa son front contre son épaule. « Tu restes ce soir ?» Il n'y avait plus aucune trace de peur dans sa voix. Il n'y avait qu'un choix. Certains moments changent toute une vie sans paraître romantiques du tout quand ils se produisent. Parfois, ils arrivent au milieu de la nuit avec un cri et un chat errant trempé.
Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous a fait assez peur pour que nous tendions la main vers quelqu'un. Ce qui compte, c'est de savoir si, une fois la peur passée, nous choisissons toujours de rester l'un à côté de l'autre. Et si nous avons assez de courage pour poser une question à l'autre personne au lieu de décider pour elle et d'appeler ça de l'amour. Car aimer quelqu'un ne signifie pas porter tous les fardeaux pour lui. Cela signifie avoir confiance qu'il est assez fort pour entendre la vérité et assez grand pour choisir son propre chemin. Si l'histoire de Maeve et Auguste vous a touché le cœur, s'il vous plaît, laissez un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un que vous voulez remercier de vous avoir soutenu pendant vos nuits les plus longues. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer à écouter ensemble d'autres histoires touchantes chaque jour. Et vous, qu'avez-vous ressenti en écoutant l'histoire d'aujourd'hui? Qui est la personne qui est restée à vos côtés quand vous en aviez le plus besoin? S'il vous plaît, laissez quelques mots dans les commentaires. Nous espérons sincèrement lire les sentiments qui viennent du plus profond de votre cœur. Que vous et votre famille soyez toujours bénis d'une santé abondante, d'une vie joyeuse et de la paix chaque jour. Au revoir pour l'instant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.